Bonjour tout le monde, on continue, c'est Ali Azzeddine de Fourth Generation for Education. Là, c'est notre journée bilingue. On a commencé avec une séance en anglais, une séance en arabe et là, la séance en français avec Karine. Je dis bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous et je vous demande de choisir dans le chat all panelists and attendees. Et comme ça, on peut lire vos réflexions et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans la section Question and Answers. Karine, bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je vais commencer par me présenter un petit peu. Alors, vous entendez déjà mon accent que je suis originaire de Québec, au Canada. Et en fait, moi, j'ai grandi dans une maison unilingue. Par contre, il y avait deux accents dans ma maison parce que mon papa est d'origine québécoise et j'ai une maman belge francophone. Alors, les deux accents peuvent parfois se reconnaître chez moi. J'ai quitté le Québec, ça fait maintenant, je crois que ça fait à peu près 15 ans que j'ai quitté. Je suis maintenant établie en Suisse et je suis enseignante depuis plus de 20 ans. Alors, j'ai rencontré en quelque sorte le programme primaire du baccalauréat international il y a à peu près 10-12 ans. C'est un programme qui me plaît beaucoup. J'adore sa vision. J'ai vraiment embrassé ce programme lorsque je l'ai rencontré. Ensuite, je suis devenue coordinatrice du PP pendant 5 ans et j'ai quitté ce poste maintenant parce que je m'ennuyais un peu de la classe. Alors, je suis retournée à l'enseignement et je suis aussi membre IBEN. Voilà. Alors, pour compléter un peu mon profil, je suis maman d'une enfant bilingue. Et ce que j'aimerais vous raconter pour vous donner une idée, parce qu'elle grandit avec moi, qui lui parle en français, son papa lui parle en anglais. Et je me souviens d'un jour, elle était toute petite, elle ne faisait même pas encore des phrases. Et elle a demandé de l'eau en anglais à son papa, qui lui a dit « Ah, je suis occupée, demande à ta mère. » Et elle s'est tournée vers moi et elle a demandé de l'eau en français sans qu'on lui explique qu'il fallait changer de langue. Et pour moi, ça a été un moment vraiment charnière à observer dans le bilinguisme de ma fille. Alors, et pour terminer, je me présente en tant qu'apprenante. Je ne suis pas une spécialiste, je suis une enseignante. J'ai de l'expérience, j'adore apprendre. J'apprends beaucoup de mes collègues, j'apprends beaucoup en lisant des livres, en allant à des conférences. Et tout ce que je vais vous présenter ici, c'est le fruit vraiment peut-être des travaux des autres, parce que je prends ce que les autres me présentent et j'adore jouer avec ça pour essayer d'arriver à la meilleure planification possible. Donc, on parlait aussi de ma petite qui est trilingue et donc on s'attend à une séance interactive, Karine, avec les 3 grandes questions de ce matin. Donc, qu'est-ce que nous allons découvrir? Oui. Alors, vous savez, ce matin, je vais essayer de vous présenter comment je fais pour planifier une unité de recherche, puisque moi, mon école, c'est une école du PP. Et je vais vous expliquer comment je fais pour utiliser le français et l'anglais pour soutenir les apprentissages des enfants. Et puis, un peu, je vais vous parler de la collaboration avec l'enseignante anglophone. Voilà. Alors, j'aimerais commencer d'abord par vous expliquer mon contexte. Je crois que c'est important pour comprendre le pourquoi et le comment je planifie. Alors, je travaille dans une école primaire de 550 élèves. C'est une école du BI, donc nous offrons le PP et nous offrons ce que nous appelons le bilinguisme progressif. Et là, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer. D'accord? C'est-à-dire que de la classe réception à la classe 4, l'enseignement est divisé à peu près à 60% dans une langue, 40% dans l'autre langue. Et les parents peuvent faire le choix d'avoir un enseignant donc titulaire qui enseigne en français, et ça représente 60% du temps. Et le reste va se faire en anglais. On aura des cours d'anglais, mais on aura aussi les cours spécialistes qui sont offerts en anglais. Et ça peut se faire aussi autrement, c'est-à-dire que l'enseignant titulaire est en anglais et le 40% est en français. Lorsque les élèves arrivent en classe 5 et 6, le programme change. C'est-à-dire que là, on va faire la moitié de l'année en immersion francophone, avec toujours 5 leçons d'anglais par semaine.
et 50% de l'année en anglais. Et là, on aura 5 leçons de français par semaine. Alors, ça vous donne un petit peu une idée de mon contexte scolaire. Maintenant, si je vous parle un petit peu de ma classe, moi, j'enseigne en année 5, donc avec cette idée de 50-50. J'enseigne en français, bien que je peux enseigner en anglais aussi. J'ai 22 élèves. Normalement, c'est un maximum de 24. Alors, j'ai tout un spectrum d'apprenants dans ma classe. D'accord? Parce que vous avez vu, avec ce parcours 60-40, certains de mes élèves arrivent, ils ont fait leurs 60% en anglais depuis la classe réception, d'autres l'auront fait en français. Et ces élèves, ils peuvent être soit des élèves francophones langue maternelle, peut-être que c'est l'anglais, peut-être que c'est une autre langue. Alors, certains ont appris dans leur langue maternelle et d'autres pas. Et puis, par-dessus ça, on a d'autres, comme on est une école internationale, évidemment, il y a un bon tournus. Alors, il y a toujours des nouveaux élèves qui arrivent en classe 5 et entre autres, cette année, j'ai un élève qui est arrivé du système francophone, donc il parle très bien français, mais j'ai des élèves qui arrivent d'ailleurs et qui sont unilingues, non francophones. Alors voilà, lorsque je planifie, je dois penser à tous ces élèves. Super, donc notre journée est vraiment riche parce que ce matin, on avait un modèle des États-Unis avec une école d'immersion où les élèves, ils ont ou bien chinois, ou bien japonais, ou bien espagnol. Et puis, l'anglais est introduit. Avant toi, il y avait l'école bilingue arabe-anglais. Et donc là, on voit un nouveau modèle. Donc, je vais demander aux gens qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent nous donner leur modèle en une phrase, peut-être, comment vous faites? Est-ce que c'est du français-anglais? Est-ce que c'est du trilinguisme? Est-ce que c'est anglais-arabe? Donc, on vous écoute, ou bien dans le chat de Zoom, ou bien sur Facebook pour les personnes qui nous regardent sur Facebook. Comment vous faites? Mon école où j'ai travaillé récemment, Karine, on avait l'anglais, langue d'enseignement, et puis les élèves, ils ont chaque semaine espagnol et arabe. 2 fois par semaine espagnol, 2 fois par semaine arabe. Et à partir de la classe, on va dire, si je vais dire à partir de 6 ans, si l'espagnol est leur langue maternelle, ils vont partir avec un prof langue maternelle et puis le reste, ils vont rester dans les classes de débutants. Et si l'arabe est leur langue maternelle, ils vont partir avec un prof de langue maternelle et puis les autres, ils vont rester dans des classes de langue étrangère. Et on avait toutes sortes de modèles. Donc Françoise, elle nous dit, ils ont français, arabe plus anglais, ou bien anglais, arabe plus français. Ce modèle ressemble beaucoup aux écoles au Liban, parce qu'au Liban aussi, on utilise ce modèle. Je sais que Françoise est basée en Égypte. Donc, est-ce qu'on a d'autres modèles dans le chat? Ici, à Dubaï, j'ai bossé dans une école où on avait anglais, arabe, et c'était 60% pour l'anglais, 40% pour l'arabe. Voilà un peu les langues qui sont présentes aujourd'hui et les modèles qui sont présents aujourd'hui. Bon, mais c'est bien. Et je me permets juste de saluer Françoise parce que je l'ai bien reconnue. Donc, Hala est en train d'ajouter en anglais. Donc, Hala, elle comprend le français, mais elle écrit en anglais. Salut, Hala. Hi, Hala. Hala is an ex-also friend. We used to work together. So, she said Arabic is the home language for most of our students, and then we teach them English or French, depending on the choice of the parents. OK, super. Et voilà, j'ai switché vers l'anglais, donc. Pas de souci. Alors, on continue, Ali? On continue, Karine. Oui, OK. Alors, je vous montre un petit peu au niveau de la planification, on a vraiment 4 étapes. Alors, je vais d'abord commencer par établir avec l'équipe, avec mon équipe, parce qu'on est 5 enseignantes en classe 5. Ça, ce sont les enseignantes titulaires. Et nous avons aussi les enseignantes de la langue B qui enseignent l'autre langue. Nous allons décider ensemble qu'est-ce que nous voulons apprendre. Ensuite, il va falloir établir comment nous allons savoir à la fin de l'unité ce que les élèves ont appris.
Lorsqu'on aura bien regardé tout ça, nous allons donc commencer à planifier et regarder les fonctions langagières qui vont être nécessaires pour les enfants pour pouvoir exprimer justement les apprentissages qu'ils ont faits. Et lorsque tout ça s'est fait, on peut passer à faire le design de nos activités d'apprentissage et nos provocations. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur le numéro 4. Je vais plutôt essayer de vous montrer comment je négocie avec étape 1, 2 et 3. Alors, je vais utiliser un exemple parce que souvent, moi, je trouve que c'est plus facile de comprendre lorsqu'on a un exemple concret. Et en fait, cette année, notre première unité de recherche, c'était une unité de recherche sous le thème transdisciplinaire, comment le monde fonctionne. Alors là, on est vraiment au niveau de la science, comprendre le monde et puis tout ça. Notre idée maîtresse, c'est le système de la nature régule la vie sur Terre. Et alors, au tout début, les enseignantes et moi, nous avons décidé que comme c'était la première unité de recherche de l'année, que c'était important d'aller modéliser une investigation, une recherche. Et nous avons donc choisi un système de la nature, le système solaire. D'accord? Alors, on impose un petit peu à ce moment-là nos idées en tant qu'enseignante, mais c'est une question d'enseignante, n'est-ce pas? Et puis, ce que nous avons décidé, c'est une fois la modélisation terminée, chaque enfant peut faire sa propre recherche. Il va aller choisir un autre système de la nature. Alors, dès le début, on a cette idée que les enfants auront donc étudié le système solaire, un autre système de la nature. Et puis, c'est là que déjà, je vais commencer à vous parler de ma collaboration avec l'enseignante de langue B. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous expliquer encore un tout petit peu plus comment ça fonctionne avec l'enseignante de langue B. Nous, on appelle ça langue B parce que vous comprenez que dans notre contexte, parfois, la titulaire est en français ou en anglais et la langue seconde est en français ou en anglais. Donc, la titulaire est langue A, l'autre langue est langue B. Dans mon contexte, à chaque semaine, j'ai un bloc de 3 fois 40 minutes où nous enseignons en anglais et nous allons nous concentrer sur l'enseignement de la littératie. Et nous avons un bloc de 2 fois 40 minutes où on va se concentrer sur la recherche. Maintenant, ça semble un petit peu carré dans une boîte, mais il faut savoir que c'est assez transdisciplinaire et que lorsqu'on enseigne l'unité de recherche, on fait de la littératie et que lorsqu'on fait de la littératie, on utilise le contenu de notre unité de recherche. D'accord? Alors, tout en sachant ça, il faut savoir que si je suis en train de planifier mon contenu, savoir ce que je veux que les enfants apprennent, je vais aller voir mon enseignante de langue B, ma spécialiste d'anglais. Nous allons étudier ensemble nos pistes de recherche et nous allons décider quelles pistes de recherche nous pourrions exploiter lorsque nous sommes en anglais. Qu'est-ce qui pourrait aider les élèves? Et à chaque année, ça change, dépendamment du groupe qu'on a. Alors, cette année, mon groupe, au mois de septembre, c'était un groupe bon, je vous l'ai expliqué avec un spectrum langagier très différent, sauf qu'en anglais, tout le monde comprend. En français, ce n'est pas le cas, mais en anglais, oui. Donc, à ce moment-là, avec mon enseignante, avec l'enseignante de langue B, nous allons décider, nous allons choisir des concepts plus difficiles à expliquer, puisque nous savons que les enfants comprennent mieux en anglais. Donc, en regardant les pistes de recherche, nous avons décidé encore une fois, d'imposer une recherche sur, là, on a choisi la photosynthèse, qui est assez compliquée et il y a un vocabulaire assez complexe à établir. Donc, on s'est dit, c'est parfait, les élèves vont bien comprendre. Voilà. J'ai donc établi mon contenu en langue A et en langue B. Dans mon école, nous avons décidé que la planification de la littératie se fait à partir d'un type de texte. Alors, on va encore aller se questionner quel type de texte pourrait vraiment aller soutenir les apprentissages si nous sommes dans un contexte où nous apprenons, nous explorons des concepts scientifiques. Et c'est comme ça que nous avons établi pendant cette unité, nous travaillons le texte explicatif. Peut-être que je peux juste vous donner un autre exemple. Lorsque les élèves sont en train de faire une unité de recherche sur la persuasion, la publicité, comment nous nous exprimons, on va plutôt aller choisir le type de texte argumentatif.
Alors, pour qu'il y ait un parallèle entre la recherche et la littératie. Donc, on a le texte explicatif, ce qui signifie que les enfants vont devoir apprendre à expliquer et à décrire en français et en anglais. Il va donc falloir réfléchir aux compétences à développer pour pouvoir faire ça. Et puis, comme nous utilisons le texte comment je pourrais dire, c'est la base de notre planification et nous avons aussi décidé dans notre école que nous utilisons les traits d'écriture. Alors, vous voyez ici en orange, nous avons les 5 traits d'écriture. Ah, je sais que quelqu'un va me dire, ah, où est le 6e qui est la voix de l'auteur? On nous a conseillé de ne pas inclure la voix dans un contexte d'immersion parce que c'est trop avancé pour nos élèves et d'attendre plutôt l'école secondaire pour faire ça. Alors, nous avons les idées qui sont, c'est le contenu, l'organisation du texte, les phrases, les choix des mots et les conventions linguistiques. Et vous allez voir dans ma planification, je vais utiliser les traits d'écriture pour aussi aller planifier la lecture, la langue orale et aussi, c'est derrière, c'est caché derrière l'écran en ce moment, mais il y a aussi la présentation pour inclure aussi le langage visuel. La deuxième chose à faire dans la planification, c'est d'aller voir comment nous allons faire pour savoir ce que les enfants ont appris. Alors, c'est un peu commencé par la fin, finalement, ce que nos collègues en anglais appellent le backwards by design process et qui se traduit planification à rebours. Et là, je suis assez chanceuse parce que je peux vous présenter en fait le produit final. Et ça me sert beaucoup l'année suivante lorsque je refais la même unité de recherche. Mais lorsque c'est la première fois qu'on fait une unité de recherche, on n'a pas la chance d'avoir le travail d'un élève ou d'une élève. Alors moi, dans ce temps-là, ce que je suggère, c'est que l'enseignante fasse l'évaluation. C'est-à-dire, à partir du moment où on a décidé, l'enfant, à la fin de l'unité, fera ceci pour démontrer ses apprentissages, il faut essayer. Moi, ça m'est déjà arrivé d'essayer et de me dire, je ne suis pas capable de faire ça, c'est trop compliqué, alors je ne peux pas demander aux élèves de le faire. Alors, ce que je vous présente, je sais qu'il y a des fautes d'orthographe, mais c'est le produit final de mes élèves. Je vais donc dire, à la fin de l'unité de recherche, les élèves doivent être capables de présenter leur compréhension à travers un texte explicatif en intégrant ce qu'ils ont appris pendant leur recherche dans le texte explicatif. Alors, je vous montre ça rapidement. Et ici, j'ai choisi un enfant qui était beaucoup moins avancé au niveau de l'apprentissage du français, mais ça donne déjà un exemple de ce qu'il a été capable de faire après 6 semaines de recherche. Et voici aussi un autre exemple. Alors, le but, ce n'est pas pour vous de lire nécessairement ce que l'enfant a écrit, c'est juste pour vous donner une idée que moi, maintenant, en tant qu'enseignante, je sais que mon but, c'est d'arriver à ceci avec les élèves. OK. Alors, maintenant, je vais passer à ma 3e étape parce que je connais mon contenu. Je sais aussi qu'à la fin de l'unité, l'enfant va devoir produire ce texte explicatif avec le contenu. Je vais donc aller chercher, moi j'utilise beaucoup les bases de données pour me trouver des textes adéquats. Et je vais aller chercher des textes explicatifs que je vais exploiter. Alors, je vais les exploiter pour plusieurs raisons. Je vais les exploiter pour la lecture pendant mes sessions de lecture guidée. Ensuite, on va pouvoir utiliser tout ce qu'on a appris pendant nos sessions de lecture guidée pour l'écriture. Et aussi, je vais pouvoir utiliser ces textes-là quand je passe en moment de recherche. Parce que si pendant la lecture guidée, j'ai pris le temps de bien comprendre mon texte, je peux ensuite utiliser ce texte pour, par exemple, faire les Visible Thinking Routines où je vais demander aux élèves de comparer de l'information et tout ça. Au niveau cognitif, ça fait que l'enfant comprend déjà le texte au moment où il est appelé à plutôt se concentrer sur le contenu. Alors, ça aide. OK. Je passe,
Ah oui, avant que je passe à autre chose, excusez-moi. Ce que je voulais dire ici, c'est que grâce à ces textes-là, je vais pouvoir aller enseigner l'organisation du texte. Je vais pouvoir aussi aller chercher le vocabulaire, aller chercher les structures de phrases. Et dans ma planification, en fait, lorsque je regarde ces textes-là, je commence à me faire une idée justement de à quoi ça va ressembler pour mes élèves qui sont plutôt débutants. Alors, attention, hein, je ne vais pas faire ça avec les élèves qui sont tout à fait nouveaux au niveau francophone, parce que là, ils sont plutôt en FAL et ils sont pris en charge par une autre enseignante. Alors ici, on parle d'enfants qui vont être rendus peut-être en phase 3 d'apprentissage de la langue française, c'est-à-dire qu'ils ont les outils de base et ils ont aussi appris à lire en français. OK? Et je sais qu'en anglais, il existe de très bonnes ressources alors pour aller vers des banques de mots, des banques de structures de phrases et puis voir quelles sont les structures à enseigner lorsqu'un enfant est en phase 3 ou lorsqu'un enfant est en phase 4 ou lorsqu'un enfant est plutôt arrivé à un bon niveau de français, il est capable de suivre. En français, moi, je n'ai pas trouvé ça. Alors, c'est pour ça que je dois le faire moi-même. Alors, je prends ce texte et là, je le lis et je me demande comment est-ce que je vais faire? Quelles sont les structures que mon enfant en phase 3 va être capable de comprendre, capable d'apprendre? Qu'est-ce qui est à son niveau, qui est dans sa zone de développement? Et quelles sont les structures qui vont plutôt permettre à mon enfant francophone d'avancer? Et c'est en lisant ces textes-là que je prépare tranquillement dans ma planification les différents niveaux d'apprentissage. Alors, je vous donne un exemple ici. Ce que vous voyez en haut de l'écran à droite, c'est un texte sur la position de la Terre. Je l'ai mis là juste pour que vous sachiez qu'à partir du moment où j'ai un texte comme celui-là, je vais aller créer plusieurs versions. Je sais que vous ne pouvez pas lire, ce n'était pas ça le but. Ce qui est intéressant, c'est que les élèves vont avoir, ça va ressembler exactement au même format. Il va y avoir les mêmes photos, les mêmes paragraphes, mais je vais tranquillement aller travailler le texte pour avoir, d'habitude, j'essaie d'avoir 3 niveaux différents. Et c'est là, je vous mets plus, il y a l'exemple qui est à l'écran et que vous pouvez voir. Alors, à gauche, vous pouvez lire la première phrase rapidement. Les humains ont besoin de manger, boire et respirer de l'oxygène. On voit que ma structure de phrase est extrêmement simple. On a un sujet, on a un verbe qui est un verbe de base et on a un complément. Alors, si on regarde plutôt à droite, là, on va aller voir que pour un élève francophone, on va vers des structures beaucoup plus complexes et je vais aller enseigner les phrases coordonnées avec les connecteurs de texte et puis tout ça. Et comme vous pouvez le voir en dessous, comme donc, par exemple, de sorte que ce sont des connecteurs de texte qui sont en lien avec l'explication. Et c'est pour ça que je suis allée les choisir. Alors, je garde en tête que mon but, c'est qu'à la fin de l'unité, l'élève soit capable d'expliquer des choses à l'oral et à l'écrit. Ali, pas de questions, ça va? Je ne vais pas trop vite. Je pense que tout le monde écoute et avec beaucoup d'énergie et c'est très clair. C'est très clair ce que tu nous montres, Karine. Donc, on continue, je pense. Et voilà, c'est l'occasion de dire aux spectateurs d'envoyer les questions dans le Q&A. Donc, Parfait. Alors, je continue. Alors aussi, avec l'extrait que je vous ai montré sur l'autre diapositive, vous avez vu qu'il y avait aussi une différence au niveau du vocabulaire. Alors toujours, je suis en planification, j'ai tous mes textes sur le système solaire. Je commence à identifier les mots de base que l'enfant en phase 3, mes plus débutants, ils vont avoir besoin de ces mots-là pour parler du système solaire. Et je vais aller choisir les mots les plus simples, les mots de base, le système solaire, le soleil, la planète. Tandis que pour mon enfant francophone, il y a besoin d'aller enrichir le vocabulaire et d'utiliser des mots qui sont plus précis. Alors, tranquillement, je développe des banques de mots, okay,
pour être certaine que je vais enseigner le vocabulaire adéquat. Et puis ici, je me permets juste de souligner, parce que j'ai inclus un verbe, je trouve que ça illustre bien la différence de complexité. C'est qu'avec des enfants débutants, lorsqu'ils lisent des textes et lorsqu'ils écrivent sur le système solaire, ils vont dire que la Terre tourne autour du Soleil. Tandis que vers mes plus avancés, je vais vouloir que les enfants utilisent un verbe plus précis, c'est-à-dire orbiter. Alors, tous les textes que je vais offrir à mes débutants, je les réécris en utilisant des verbes et des mots les plus simples possibles dans des structures de phrases les plus simples possibles. Et puis, mes enfants plus avancés, mais là, ce n'est pas moi qui réécris. Souvent, les plus avancés, ce sont en fait les textes que j'ai trouvés sur les bases de données. Et puis, j'ai toujours un groupe dans le milieu, et puis là, c'est moi, je vais aller jouer, je vais mettre peut-être un mot plus complexe une fois de temps en temps, parce que, bon, c'est bon pour ces enfants-là d'élargir leur vocabulaire. OK. Et je voulais vous donner ici un exemple. Je suis allée dans ma banque de textes que j'ai créée justement pour mes élèves. Imaginez là un beau texte descriptif et vous voyez à gauche à quoi ça ressemble pour mon enfant qui est débutant. Vous avez vu, hein, en parenthèse, j'ai mis « être un astre qui ». Parce qu'il y en a toujours qui veulent aller un petit peu plus loin, et puis pour d'autres, c'est trop, ça ne leur permettra pas de bien comprendre. Et puis à droite, on voit un extrait d'un texte qui est plus complexe et qui va permettre aux enfants de développer leur vocabulaire et les structures de phrases. Et vous voyez que dans les deux, mes élèves sont en train de construire une compréhension de ce qu'est le système solaire. Voilà. Alors, finalement, je n'avais pas encore parlé des conventions linguistiques. On est toujours dans la planification. Grâce au texte explicatif, moi, j'utilise une ressource qui s'appelle J'écris GB+, qui n'est pas parfaite, mais je trouve que dans cette ressource, il donne de bonnes idées au niveau des conventions linguistiques qui sont caractéristiques à certains types de textes. Okay? Et puis aussi, lorsqu'on se met à lire des textes explicatifs, on se rend bien compte que ce dont l'enfant va avoir besoin pour écrire un texte explicatif, c'est utiliser des noms communs et les pronoms qui les désignent. Alors, lorsque je vais planifier mes provocations d'apprentissage, c'est sûr que dans mes leçons de grammaire, les enfants vont apprendre le lien justement entre les noms communs, comment je les remplace par des pronoms, et puis ensuite, comment on conjugue les verbes à la troisième personne du singulier et du pluriel. Alors, à ce moment-là, moi, je ne vais pas du tout travailler la conjugaison avec le « je », le « tu », le « nous » et le « vous ». Je vais vraiment me concentrer seulement sur la conjugaison à la troisième personne du singulier et du pluriel, puisque c'est ce qu'ils vont lire dans leur texte et c'est ce qu'ils vont devoir écrire. Et puis, évidemment, les accords en genre et en nombre. Et comme vous avez vu dans mon exemple tout à l'heure, ça n'a pas du tout marché avec les systèmes, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Karine, oui. Comme tu parles de tout ça avant de continuer, il y a une question de Hala sur la banque de mots que tu partages. Est-ce que les élèves doivent les écrire aussi sans faute d'orthographe dans ce cas-là? Les mots-clés? Oui. Oui, mais en même temps, vous savez, j'ai un mur de mots dans la classe, donc ils savent où les trouver, ces mots-là, pour bien les orthographier. Parfait. Oui. Et puis, il y avait encore une question de Farah. Farah a dit, comment vous faites avec les élèves nouveaux qui n'ont jamais étudié le français? Et je reprends ton idée, ils ont une autre enseignante parce qu'ils sont dans des classes de support, n'est-ce pas? Oui, oui. Pour être clair sur ça. Est-ce que tu veux que je réponde en anglais à cette question-là? Non, ça va, on est bien. Oui, je pense que oui. On continue. Et alors, ce que je peux dire, parce qu'en fait, chez nous, les élèves sont quand même ils sont pris en charge par une enseignante une partie de la journée et ils sont avec nous le reste du temps. Et pour être honnête, à ce moment-là, moi, je vais leur donner un texte sur le système solaire en anglais. Et je vais leur donner, au niveau des compétences de lecture, d'écriture, ils vont travailler ça. C'est pour que le contenu soit accessible et qu'ils puissent travailler au bon niveau cognitif. Alors, là,
je vous ai expliqué comment je planifiais mon contenu et ma littératie. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec mon enseignante de langue B, nous avions décidé d'aller étudier la photosynthèse. Ça, c'était le contenu. Maintenant, on va aussi aller planifier avec l'enseignante de langue B la littératie. Et tout ce que je viens de décrire, que je fais en français, on va faire la même chose en anglais. Et à notre école, nous avons essayé différentes choses pour nous rendre compte à un moment donné que ce qui fonctionnait le mieux pour nos élèves, c'était d'étudier le même type de texte en français et en anglais en même temps. Et que ainsi, comme beaucoup de nos élèves sont soit forts en français ou en anglais, ça leur permettait de bien comprendre le type de texte, au moins dans une des deux langues. Donc, ici, en langue B, en anglais, nous allons aussi aller vers le texte explicatif. Alors, je vous ai mis un exemple à l'écran. Et on va aller faire le même processus de planification, c'est-à-dire, et ça se ressemble énormément. En tout cas, moi, j'ai cette chance-là parce que dans mon école, c'est français et anglais. Alors, au niveau des structures de phrases, je veux dire, la phrase simple en anglais, c'est sujet, verbe, complément comme en français. Et puis, la phrase qui est plus complexe, on va aller vers les compound sentences, c'est le même principe qu'en français. Là où ça va changer un petit peu, c'est vrai, c'est au niveau des conventions linguistiques. Mais il y a quand même beaucoup de parallèles à faire et on fait le même exercice de planification. On va aller lire beaucoup de textes explicatifs, on va aller dans nos ressources pour voir quelles sont les conventions linguistiques dont l'enfant va avoir besoin pour écrire son texte explicatif. Et puis, vous voyez à droite un exemple, un de mes élèves qui a fait ça à la fin de l'unité. Alors, sur la photosynthèse. Voilà. Alors, je continue. Je voulais juste vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air à la fin de l'unité, justement, en anglais. Okay? Alors, on voit, hein, c'est le même type de texte. L'élève a bien compris comment on organise, comment on a les sous-titres et puis tout ça. Oui, les exemples, ils ressemblent vraiment à des textes d'experts avec le texte, les photos, les illustrations, la notation. Donc, ça se voit que le processus a vraiment aidé à réussir le produit final. Oui, et puis des fois, j'en profite un peu pour parler du langage visuel parce que je sais que parfois, les enseignants ont de la difficulté à comprendre de quoi on parle. Et bon, il y a l'observation et il y a la présentation. Alors, c'est sûr que dans tous les exemples que je vous ai montrés, lorsque l'élève lit des textes qui sont structurés de cette façon, avec le titre en haut, les différents paragraphes, les photos, c'est ça la présentation. C'est de comprendre qu'il faut trouver des images qui correspondent à un paragraphe et qui soutiennent la compréhension des informations dans le paragraphe. Et puis, on veut que l'enfant apprenne à présenter son texte de la même manière. Alors, voilà un autre exemple. Voilà. OK. Et là, je vous avais dit tout à l'heure que je n'allais pas aller très loin là, au niveau de comment allons-nous apprendre. Parce qu'une fois qu'on a bien établi tout ça, on sait le contenu qu'on veut enseigner, on connaît maintenant toutes les compétences en littératie qu'on veut aller développer chez les enfants. Là, on est prêt à planifier nos provocations et nos activités. Okay? C'est vrai que chez nous, on a décidé que, bon, comme dans beaucoup d'écoles, hein, à la base, pour l'enseignement de la littératie, on passe à travers la lecture guidée, l'écriture guidée. On fait beaucoup d'activités de communication orale parce que c'est ce qui permet aussi de passer vers l'écrit. Et puis, je vais juste m'arrêter ici. C'est l'idée qui est très simple et qui aide vraiment beaucoup les élèves à progresser. C'est cette idée que lorsque je suis en lecture guidée, je suis en train de préparer des textes pour la période d'unité de recherche que je vais avoir pendant l'après-midi. Alors, si vous êtes familier avec les Visible Thinking Routines, je vais vous donner un exemple assez précis. Imaginez que pendant la lecture guidée, je vois toutes mes petites équipes, on a lu un texte sur le système solaire, puisque c'est notre sujet en ce moment. Et il se peut qu'en après-midi, je vais leur demander
de faire la routine Headlines. C'est une routine qui est très simple où on lit un texte et puis on doit faire semblant qu'on est un journaliste et qu'on écrit le titre. Okay? Mais lorsque les élèves font cette activité, ils doivent être plutôt engagés seulement dans leur compréhension du système solaire à ce moment-là. Et je leur permets de faire ça puisque la lecture du texte a été faite le matin pendant la lecture guidée et que je leur ai apporté tout le soutien nécessaire pour bien comprendre le contenu du texte. Là, alors, lorsque je suis maintenant en situation où je dois réfléchir sur le contenu, je peux vraiment cognitivement me concentrer juste là-dessus. Je n'ai pas besoin d'utiliser mes compétences en lecture. Ben, un petit peu, mais pas autant. Je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Et puis voilà, c'était pour vous donner un exemple. Et puis, il faut comprendre aussi hein, que tout ça, ça nous permet, je pense que je viens de le décrire, ça nous permet d'aller vers l'apprentissage, vers la recherche où les élèves ont besoin d'informations pour comparer, pour contraster, pour faire avancer leur réflexion par rapport à un sujet. Il y a une chose que je n'ai pas dite, je m'en rends compte, c'est que je voulais juste vous dire, si vous êtes familier avec le programme du primaire, c'est qu'ici, on a vraiment une évaluation sommative que les enseignants ont choisie. Okay? Nous avons décidé qu'à la fin, ils allaient écrire un texte et qu'à travers le texte, ils allaient montrer leur compréhension. Ce n'est pas toujours comme ça. Pour nous, nous avons 6 unités de recherche en classe 5. C'est la seule unité où l'enfant doit démontrer sa compréhension conceptuelle à travers un texte. Et là, on voit la transdisciplinarité, les deux qui viennent comme s'épouser ensemble dans l'évaluation. Je pense qu'on a eu à un moment donné la visite d'un consultant dans notre école qui nous a dit, mais écoutez, si vous faites tout le temps ça, vous êtes en train de pénaliser les enfants qui ne sont pas tellement forts en littératie. Alors, c'est important de leur offrir l'opportunité quelquefois de présenter leur compréhension de l'idée maîtresse de manière différente. Et alors, c'est pour ça que je voulais juste clarifier ce point-là. Voilà. Alors, je voulais vous montrer un petit peu ce qui m'inspire. Ce sont des ouvrages que j'utilise régulièrement, particulièrement les 70 activités de communication écrite. Il faut savoir que ce livre-là, il est divisé selon les traits d'écriture. Alors, c'est justement, j'ai envie de travailler la structure de la phrase un petit peu plus complexe. Eh bien, je vais trouver des activités à faire dans ce livre pour aider les enfants à produire des phrases complexes. Et en fait, ce livre-là a vraiment été écrit avec les élèves qui sont en immersion en tête. Alors, et puis là, j'écris GB+, je l'ai mentionné tout à l'heure, et ce n'est pas parfait, mais il y a des bonnes informations dans ce livre, et c'est un livre qui m'a aussi aidé à comprendre comment l'enseignement de la lecture vient soutenir l'enseignement de l'écriture. Et je m'en serais voulu de ne pas mentionner, vous avez en bas à droite Crisfield Educational Consulting parce que je trouve ça important de bien démontrer que certaines idées viennent de d'autres personnes. Et là, ça, c'est une consultante qui travaille en milieu multilingue et qui a d'excellentes idées. Et je me suis inspirée de son travail pour élaborer ma propre planification finalement. Alors voilà, je voulais juste vous laisser peut-être avec ceci parce que je n'ai pas touché à ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même au tout début, malgré toute la planification qu'on a faite, il faut aller voir ce que les élèves connaissent déjà. Alors ça, c'est un exemple de ce qu'un de mes élèves a fait au tout début de l'année quand je leur ai demandé qu'est-ce que vous connaissez sur le système solaire et je leur ai demandé de faire ça sur une carte heuristique. Et puis, des fois, on a des surprises parce qu'une fois qu'on regarde ce que nos élèves connaissent déjà, on se dit « Ah, il va falloir que je change ma planification parce que finalement, ça, la majorité de mes élèves le savent déjà ou sont déjà compétents ou alors, oh, ils n'ont pas les compétences de base que je pensais qu'ils auraient. » Alors, ça nous permet ensuite d'aller modifier
notre planification. Et je crois que c'est important de le souligner parce que peu importe la planification qu'on fait, il y a toujours place à l'adaptation. Et puis, des fois, on fait une leçon et puis on se rend compte, oh non, ça n'a pas du tout fonctionné. Il va falloir que je révise tout ça. Mais la seule chose, je pense, qui ne changera pas, ce sont les objectifs que je veux atteindre en fin d'unité. Et comment je vais y arriver va varier dépendamment de mes apprenants, finalement. Alors voilà, j'ai aucune conscience du temps en ce moment. Voilà, c'est pas si mal. Pas si mal, oui. Donc, Karine, c'était très intéressant. On écoutait attentivement. Et donc, voilà, les gens qui ont envie de continuer cette discussion avec toi, ils peuvent te trouver sur LinkedIn, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas sur Non, LinkedIn. Ça, c'est c'est pas mon LinkedIn? compte Twitter. Ah, Alors, ça si c'est vous Twitter. voulez, OK. oui. Je ne suis pas très actif sur Twitter. Voilà pourquoi j'ai pas saisi que c'est Twitter. Oui, c'est mon compte Twitter. Vous savez, ça, je ne suis pas particulièrement active en ce Hmm. sens que moi, je ne mets pas beaucoup d'informations, mais je trouve que Twitter, c'est une excellente ressource. Moi, je ne suis que des enseignants en immersion ou des enseignants Bilingue. PYP et c'est tellement inspirant. Mais si jamais vous avez envie de communiquer avec moi, je le regarde. Moi, je n'écris pas souvent, mais je le regarde régulièrement. D'accord. Moi, je vais prendre maintenant l'occasion de partager mon écran et de dire aux participants qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui. Et dans ce temps-là, ils peuvent aussi envoyer d'autres questions qu'on peut discuter. Donc, voilà la journée qui est très riche ce matin. On a commencé par The Beauty of Immersion School. On a fait la langue arabe au préscolaire. On vient de faire une séance en français. Dans 30 minutes, à peu près, il y a une séance en arabe sur l'évaluation. Je vais vous envoyer le lien dans le chat. Et après, on continue avec les écoles bilingues, avec John. On a une séance anglais et arabe en même temps avec deux profs. Comment ils planifient ensemble la semaine? On va parler aussi en anglais du translanguaging et puis on va terminer la journée avec la technologie et l'utilisation de la technologie dans les classes des langues. Si vous n'êtes pas capable de voir et d'assister live, en direct, toutes les séances, elles sont enregistrées et vous pouvez les trouver sur notre YouTube channel. Donc, des questions avant de clôturer, des feedbacks, vous pouvez les envoyer dans le chat. Comme ça, Karine, qui était un peu stressée, elle peut maintenant lire vos feedbacks et elle peut aussi voir que le contenu partagé aujourd'hui était très intéressant. Ça m'a rappelé comment je faisais quand j'étais aussi prof en classe 4, où je fais cette analyse de toutes les compétences en français, grammaire, conjugaison, orthographe, qu'est-ce qui va nous aider à comprendre l'unité de recherche et quel est le produit final qui est lié à un type de texte. Donc, on pouvait écrire de la poésie, on pouvait écrire un texte argumentatif ou bien un texte, une biographie. Ça dépend du contenu de l'unité. Françoise, elle dit c'est très informatif, rassurant. On fait la même chose. Voilà, ça se ressemble entre les écoles IB. Et Karine, un mot final de ta part? Alors, j'étais ravie de partager avec vous. En fait, la seule chose qui me manque, c'est que j'aurais aimé entendre ce que vous faites et j'aurais aimé apprendre aussi de votre expérience parce que moi, c'est ce qui me passionne, c'est de réussir à aller plus loin puis d'essayer des choses différentes. Alors, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Je vais annoncer que le 5 juin, put it on your calendar. Donc, 5th of June, we are doing an agency day. So wait for us. A lot also of new ideas to be shared about agency on the 5th of June. Merci pour tous les participants et à très bientôt. On a encore des trucs en français sur le site. Merci de les explorer. On a aussi en juin une séance sur les approches des apprentissages, ATL. Ce sera un mardi soir, donc pour changer aussi de créneau horaire. Et donc, on vous attend. Soyez nombreux. Merci beaucoup.